plus d'une vingtaine d'années, la République démocratique du Congo, la partie Est, fait face à une insécurité indescriptible. Alors, comment envisager les développements de ces coins face à cette atrocité? Mesdames et messieurs, nous allons tenter de répondre à cette question. Qu'est-ce qu'il faudrait faire exactement pour que ces parties Est de la République soient développées? Nous allons répondre à cette question aujourd'hui avec notre invité. Mais avant de vous les présenter, mesdames et messieurs, bienvenue à vous dans cette émission chronique de BM. Vous êtes très nombreux devant vos postes téléviseurs fidèles à ces programmes. Béni Moni, c'est moi. Et si vous voulez participer à cette émission, n'hésitez pas de nous écrire au numéro qui est justement affiché au bas de vos écrans. Alors, pour en parler, nous avons reçu pour vous l'honorable Safari Ayubangira, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue, honorable. Bonjour. Alors, vous êtes élu de Massissi, précisément du Nord Kivu. Alors, on sait que vous êtes honorable, mais on veut un peu en savoir plus sur votre parcours professionnel. Tout d'abord, je suis élu de Massissi au Nord Kivu. C'est vrai, je suis honorable, mais à part ça, j'ai d'autres casquettes. De ma formation, je suis ingénieur en télécommunication. Donc, j'ai eu à travailler dans les télécoms. Mais je suis aussi un promoteur d'une université, Institut supérieur de développement rural de Grand Lac. Donc j'œuvre essentiellement en dehors de la politique, j'œuvre aussi en même temps dans l'enseignement universitaire, mais également dans les domaines de l'Internet et de la gouvernance informatique. Et qu'est-ce qui vous a motivé à emprunter ces chemins de la politique? Ce qui m'a motivé d'abord, c'était suite à la situation qui traversait le territoire de Massissi à l'époque. Et j'ai eu à entrer au Parlement en 2016. C'était suite aux différents défis. Des défis qui étaient principalement sécuritaires, mais avec un soubassement de beaucoup de conflits fonciers, et qui ont eu aussi à résulter dans des sources d'insécurité. Et j'ai pensé qu'à travers le Parlement, je serai en mesure de pouvoir plaider la cause de ces paysans qui étaient dans un engrenage de conflits fonciers infinis au sein du territoire de Massissi. Votre combat, ça promet? La grande chose, c'est que finalement, nous avons pu faire passer les codes fonciers. Donc, ce n'est qu'un début. C'est une loi qui est passée vers la fin de la législature et est passée. Mais nous attendrons de voir comment la mettre en application afin que l'accès à la terre soit garanti à tous, parce que c'est aussi l'une des sources de tous ces conflits-là. Alors, honorable, quelle analyse faites-vous de la situation liée à la bombe qui a fait mort au camp de réfugiés? Tout d'abord, il faut savoir que c'est un crime de guerre. Un crime de guerre car dans le droit international, il est interdit de s'attaquer, de bombarder des sites civils et encore plus des sites de déplacés. Et ces gens-là ont fui la guerre et là où ils fuient, ils méritent d'avoir une protection. Il ne faut pas qu'ils subissent encore une attaque comme ça avait alors été fait. Et j'espère que la justice viendra à un moment où elle aura leur à agir. Alors, à quoi ressemble la vie à l'est du pays, puisqu'ils sont victimes de beaucoup de choses, des bombes et tout, ils sont au camp de réfugiés? À quoi vraiment, comment ces gens-là vivent? Parce que vous êtes de là, vous êtes élu de là, et votre combat, vous les menez dans ces sens. La vie à l'est actuellement n'est pas facile, mais ce n'est pas à partir d'aujourd'hui, mais c'est une situation qui s'est aggravée avec bien sûr la guerre et d'agression du Rwanda. Et vous devez savoir que l'insécurité à l'est ou la guerre à l'est, c'est quelque chose qui vient de faire pratiquement plus de 30 ans. Donc c'est quelque chose qui réellement a détruit les tissus socio-économiques. Mais ce qui est là, ce n'est pas seulement socio-économique, mais il y a aussi beaucoup de morts. Si nous voyons tous ces nombres de morts dont on parle, les 10 à 12 millions de morts, une grande majorité, c'est de l'Est, précisément dans les Kivu, nord et sud Kivu. Et donc ça détruit le tissu social, économique, mais ça demandera aussi la reconstruction, car aussi le tissu communautaire a été détruit. Et avec la guerre aussi, il y a beaucoup de projets de développement qui ne peuvent pas être mis en place. Exemple, les tout derniers projets du programme des 145 territoires
qui ne sera pas être mise en place dans les territoires de Massissi, de Rutshuru et aussi même aussi à Nyiragongo. Donc c'est aussi un retard, c'est un retard que ces populations vivent, et aussi c'est un grand problème vu que leurs terres sont actuellement occupées. Donc leur travail principal auquel devaient s'adonner l'agriculture, ils ne sont plus en mesure de le faire, que ce soit l'occupation des terres par les agresseurs au niveau du Nord Kivu, au Massissi et Rutshuru, ou soit par les ADF aussi qui empêchent les agriculteurs de Beni d'aller exploiter leurs champs et d'exploiter leur cacao. Donc tout ça, ça détruit de plus en plus, ça fait en sorte que ce sont des territoires sinistrés qui demandent à ce que le gouvernement, que la nation puisse mettre en place un plan spécial Marshall en aide à ces territoires. Voilà, Goma sous état de siège, où allons-nous exactement? Où allons-nous? L'état de siège, nous pensons qu'il est vraiment plus que temps, si pas de l'élever, mais au moins de le requalifier. Dernièrement, il y a eu des assises, une table ronde convoquée par son Excellence le Président de la République. Des recommandations étaient faites et avec ce qui revenait de cette table ronde, la majorité tendait vers une requalification. Mais malheureusement, nous voyons que chaque fois qu'il y a un espoir de la levée de l'état de siège, la situation s'aggrave. Voilà. Les jours où on avait amené l'état de siège, on avait pris Bunagana. Lorsqu'on voulait la lever, il y a eu la chute de Kiwanja, de Kichanga. Dernièrement, avec la table ronde, c'était Goma qui était menacé. Mais j'ai espoir que le pouvoir politique s'est rendu compte qu'il y a d'autres solutions à part l'état de siège. Et l'état de siège, en quelque sorte, vient aussi en quelque sorte perturber le fonctionnement normal même de l'armée, vu que nos militaires sont actuellement débordés par la guerre. Et au-delà de la guerre, il faut aussi qu'ils s'adonnent à des tâches administratives qui peuvent être faites par des civils. Et j'ai espoir que très prochainement, le gouvernement aura encore à se pencher sur la question et remettre au plus vite et rapidement les autorités civiles gérées de l'administration et permettre aux militaires qui se focalisent sur la guerre pour qu'une fois pour toutes nous puissions mettre fin à ce cycle de violence et que toutes ces populations déplacées, chacun regagne son village. Vous êtes élu de Massissi, honorable Safari Ayubangira. Alors vous personnellement, qu'est-ce que vous faites pour... parce que c'est cette population qui vous a voté, c'est cette population qui vous a mis là où vous êtes aujourd'hui. Vous êtes la voix de cette population. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous faites concrètement pour, parce que c'est une situation générale du pays, mais vous étant élu de Massissi. Nous devons essayer de faire en sorte que cette période de crise, de guerre puisse être adoucie au maximum. Nous ne sommes pas des militaires pour aller au front, mais chacun a les moyens de donner son apport. C'est ça. Nous avons les jeunes qui se sont donnés corps et âme. Ce sont ces jeunes, ces patriotes, les Wazalendo. Mais je pense que chacun doit avoir cet esprit Wazalendo en soi. Voir qu'est-ce qu'on peut contribuer pour que nous puissions finalement mettre fin à ce cycle de violence. Ça, c'est un, que la population rentre chacun dans son village. Mais en attendant que cela soit fait, essayer de réduire autant que possible la souffrance. Exemple concret, nous sommes pratiquement à la fin de l'année scolaire, il y a les examens d'État, oui. Malgré que les territoires de Massissi et Rutshuru soient alors occupés, mais nous appuyons pour que les finalistes de ces territoires parviennent quand même à terminer leur année scolaire. Notamment la première année, nous avons eu à déplacer, vu qu'il était impossible d'organiser des épreuves d'examen d'État dans ces zones occupées par les rebelles. Il était question de voir comment réunir ces finalistes des différentes écoles et les déplacer en termes de moyens de transport qui viennent faire les examens. À l'époque, ils avaient fait l'examen au niveau des sacs et il fallait faire les logements, les transports, les séjours. On les avait pris en charge. Pour cette année-ci, à Saké aussi, c'est quand même insécurisé. Ils seront obligés de venir les faire à Goma. Donc au niveau d'abord, je vous ai dit que j'évolue dans le volet informatique, mais aussi de l'éducation. Dans le volet de l'éducation, c'est l'un des exemples. Mais même aussi ceux-là qui sont restés derrière la ligne des front, il faut aussi quand même y songer à eux. Et pour cela, le problème, c'est l'accessibilité.
vu qu'ils ne sont pas en mesure d'atteindre ces zones-là, nous, et personnellement, nous continuons de communiquer avec eux. Surtout lorsqu'ils nous donnent des messages d'alerte, nous essayons de les remonter auprès des autorités, que chacun puisse agir et chacun dans son domaine. Alors, nous allons suivre la vidéo où on nous montre la vie de réfugiés de ces coins du pays, comment est-ce que ces gens-là vivent, comment la population vit, les conditions de vie de là, et puis on va revenir tout juste après. Nikakimbia na hii mashini yangu na kusema sasa ifike hapa, watu wenyewe nisaidia kwa sababu niko kilema. Sasa hapa Kanyaruchinya tunasumbuka sana na hii ya kushona. Ni kazi yenyewe nilikuwa natumika zamani mara, lakini leo hii sipata hata kijumba ya mtoto. Sanfra kuipata ni kugumu kwa kimbizi. Mkimbizi iko anafukuya anasema se sina kitu yote. Depuis que bakimbizi balifika hapa, manyama zilikuwa zinatoka Rugari, Kibumba, hazikuweza kuweza kuishi kwa ile klima ya hapa Kanyaruchinya. Ziko zinachukupia kabisa, banachinja, banafanya mabrochette, banaujisha hata kuma mifungu, batu banakonsome na haikukuwa vraiment verifie. Tubonye umutekano zigasubirayo, naho usubira yimwe nangwa sibiri, tubasha kuziragira ubwatsi bwuko zarishaga, zikanywa umunyu, zikanywa amazi, ubwo urasubizayo ngimwe zikaba yubaho. Ariko kunagira ngo kimwe ngizi nizimara imisi 2-3 zirapfa. Voilà, honorable Safari. Certains experts envisageraient plus l'action militaire pour sécuriser la partie est du pays. Que pensez-vous de cela? Je pense que c'est la seule voie qui nous reste, parce que nous avons eu à faire suffisamment de dialogue. C'est depuis 1996, pratiquement avec Sun City et toute la chaîne de dialogue. Et une fois, il faudrait que le Congo puisse arriver à un moment et s'impose en connaissance de cause, parce que nous sommes un pays qui est envié et aucun de nos voisins ne voudrait avoir un pays comme le Congo se stabiliser pour être puissant, parce que nous serons quand même à une puissance qui est dominatrice et chacun veut être le plus fort dans son coin. Et malheureusement, nous, le Congo étant un grand pays, nous sommes à l'Afrique centrale, nous sommes à l'Afrique de l'Est, nous sommes à l'Afrique australe. Et dans chacun de ces blocs, nous avons des pays, des puissances moyennes qui voient dans le Congo une menace dans leur hégémonie. Parce que dès que le Congo sera une puissance, sera stable, ça sera la grande puissance de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique australe. Et dans chacun de ces blocs, on n'a pas d'amis qui viennent là. Et qu'est-ce qu'on doit faire? C'est qu'on doit prendre notre responsabilité et nous imposer. Et quand on parle d'imposition, c'est la force. Et la force, ce n'est que les militaires. Et c'est pour ça que nous demandons justement qu'au Nord Kivu, que l'état de siège soit levé pour qu'on arrête de distraire nos militaires avec la gestion administrative qui se concentre seulement sur la guerre et qu'on puisse mettre fin à tout.
De notre côté, au sein du Parlement, on a déjà fait le premier pas avec le vote de la loi sur la programmation militaire qui donne suffisamment de moyens. C'est que chaque année, nous aurons 1 milliard alloué à la défense, donc à l'armée, et il faudrait, ce qui reste maintenant de suivre pour que ces 1 milliard soient effectivement utilisés pour le but dont il a été fait, pour éviter que cette maladie, ces virus et ces cancers de la corruption ne puissent venir à freiner l'élan de mobilisation qui a été consenti et des sacrifices. Parce que c'est 1 milliard que nous mobilisons pour l'armée, c'est 1 milliard qui aurait pu être dans les soins de santé, dans l'éducation, dans la construction de routes. Donc ce sont des sacrifices que toute la nation, chaque Congolais est en train de faire pour que cet argent soit disponible. Il faut que cet argent puisse faire son rôle et le plus rapidement possible. L'armée serait-elle en mesure de faire face à ces agresseurs? L'armée congolaise. L'armée congolaise est une armée puissante. Lorsqu'on parle de la 8e armée de l'Afrique, ce n'est pas une blague. D'abord, ça va du matériel, mais aussi de l'expérience. C'est une armée qui vient quand même de faire pratiquement 30 ans sur les terrains, sur les champs de bataille, avec plusieurs défis. Le grand problème que nous avons, c'est que nous ne sommes pas encore arrivés à la hauteur des défis sécuritaires qui existent. Parce qu'on a un problème, tout d'abord, avant l'équipement, on avait un problème d'effectif. L'effectif dont on parle, que ce soit 100 000 militaires ou 150 000 militaires, c'est très peu par rapport à la taille de ce pays, 2 345 000 km², c'est très vaste. Non seulement c'est un pays qui est vaste, c'est un pays qui manque d'infrastructures, de routes, donc c'est pas facile de déplacer les troupes qui viennent de Kitona pour arriver à Goma, ça demande toute une logistique. C'est aussi un pays qui a multiples défis sécuritaires dans tous les coins. Vous partez de la frontière du Sud-Soudan avec les Bororo qui attaquent. Vous arrivez à Nitou, là où on a les milices locaux comme les Codeco qui font aussi des ravages. Vous arrivez à Beni avec les ADF. Vous arrivez à Ruchwa Massissi, M23. Vous descendez au sud Kivu, là où il y a dans le haut plateau avec tous ces révoltes-là des Banyamulenge avec les Maïma. Au Katanga avec les Pygmées, les Batouas et les Bantous. Donc c'est toute la zone là. Sans oublier qu'il y avait quand même des poches d'insécurité au Kassa avec les Kamina Sapo, les Boudoudia Congo, au Congo central. Donc les défis sont multiples. Et ne pensez pas que l'effectif actuel pouvait suffire à gérer tous ces cas. Et grand merci. Le problème d'effectif est en train d'être résolu partiellement avec la mobilisation de ces jeunes des combattants de Wazalendo qui bientôt seront intégrés au sein de la réserve armée de défense. Ça, c'est un pas. L'argent aussi, les moyens sont là, mais je pense que l'armée en soi est en mesure de vaincre cette guerre. Nous avons déjà vaincu la guerre, nous avons déjà gagné la guerre en 2013. Je pense que nous la gagnerons. Ce n'est même pas y penser, c'est une certitude. Et nous avons foi, nous avons l'assurance à 100% que cette guerre, fin de fin, c'est le Congo qui va la gagner. C'est question de mettre les moyens pour que le temps soit le plus court possible et que le nombre de victimes aussi soit aussi réduit. D'autres pensent que ça doit être une guerre ethnique. Que pensez-vous? Une guerre ethnique, je doute très fort. Parce que si on parle de la Libye, que peuvent se prévaloir le Rwanda disant qu'il y a des réfugiés Tutsis congolais qui veulent les rapatrier. Mais depuis 1996, on a fait la guerre. L'AFDL est venu. Mais dès que le Rwanda a été servi sur le plan politique, économique et militaire, il a oublié ses réfugiés. Le CNDP est venu. Est-ce qu'ils ont parlé des réfugiés? Ils ont parlé de leur grade. Le M23 aussi. Est-ce qu'ils ont parlé encore des réfugiés? Donc je pense que c'est aussi un motif. Un motif, et malheureusement, même ces réfugiés sont aussi victimes là où ils sont. Ils sont victimes d'une exploitation parce que si vous arrivez à Goma, récemment à Massissi, à Rutshuru, il y avait toujours quand même des Tutsis congolais qui vivaient en paix avec les autres communautés, tout en ayant aussi d'autres qui étaient réfugiés. Moi, je pense que c'est d'abord un motif économique d'abord. C'est un motif économique, car beaucoup de pays veulent vivre aux dépens du Congo. Le Rwanda est la partie visible de l'iceberg, mais comme je vous dis, c'est tous les voisins. Tous les voisins l'ont d'une façon ou d'une autre sur le Congo. Je ne peux pas vous détailler
Tout ce qui, parce que ce n'est pas seulement l'exploitation des minéraux à l'écrasé, mais c'est même aussi l'acheminement de ces minéraux. Vu que les zones de production des minéraux ne sont pas accessibles au port, il y a des pays transitaires. Donc que ce soit la Zambie, je pense qu'elle est heureuse que les cuivres passent du Katanga, passent par chez eux pour arriver au port de Durban. Et je pense que l'Angola aussi voudrait bien que ça passe par chez eux à Lobito, qu'ils aient des frais. À part les minéraux à l'Est qui sont convoités par le Rwanda, l'Ouganda et d'autres pays au niveau de l'Est. Mais nous avons aussi le pétrole. N'oublions pas que nous sommes en quelque sorte obligés de co-gérer le pétrole avec l'Angola. Un pétrole 100% congolais, mais dont les bénéfices sont partagés, vu que pour le moment, nous ne devons pas jouer plusieurs fois à la fois. Mais c'est d'abord un réseau économique. Mais il semblerait que certaines autorités politiques congolaises s'y trouvent dans l'affaire. Oui, là où il y a l'argent et tout le monde va, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à vendre leur dignité, leur honneur, leur patriotisme selon la valeur du montant qu'ils ont à faire en face. Mais ça, nous devons mettre fin à cela. Et pour mettre fin à cela, c'est une seule chose, il faut sanctionner. Et il y a plusieurs noms qui peuvent être retenus par les services de sécurité. Tout ça, ce qu'il faut faire, il faut sanctionner. Le premier signal qui est venu, c'est le rétablissement ou la levée du moratoire sur la peine de mort. Parce que la peine de mort, ici en République démocratique du Congo, existe, on ne l'a pas ramenée. Tout simplement, on a levé le moratoire d'application de cette peine de mort. Et les jours où on aura eu certains de ces personnes qui, face à l'argent, ont décidé, que ce soit des politiciens, que ce soit des hommes d'église, que ce soit des commerçants, que ce soit des artistes, que ce soit des individus quelconques qui décident de trahir la nation face à des billets de dollars. Je pense que les jours qu'on aura appliqué cette peine de mort, le taux de traîtrise aussi aura alors baissé. Honorable, quand vous voyez l'Est de la République, vous voyez Massissi, vous voyez Goma, le Nord, le Sud Kivu, quel avenir pour ces coins du pays? L'avenir de ce coin du pays, bien qu'actuellement c'est sombre, mais l'avenir, je crois, à ces populations de l'Est. C'est une population qui est travailleuse. Nous pouvons voir ça même que malgré la guerre, les gens s'étonnent que Goma soit une ville qui se développe. Une ville propre, c'est la plus belle ville du Congo. Et malgré cette guerre, les gens quand même, les activités, on essaie de survivre. Donc c'est une population d'abord qui est courageuse, travailleuse et résiliente. Et nous avons la foi que dès que la sécurité sera rétablie, l'Est pourra y décoller. Ça sera une locomotive même pour tout le Congo en entièreté. Alors, nouveau gouvernement, le gouvernement Soumouina. Plusieurs langues s'élèvent, plusieurs voix s'élèvent. D'autres même regrettent de voir les anciens visages revenir à ces nouveaux gouvernements. D'autres même se disent ils sont choqués parce qu'ils devraient normalement retrouver les technocrates, les professeurs. On a travaillé avec des politiciens dans ces pays, mais apparemment rien ne marche. Alors votre avis? L'avis, c'est que plus ou moins, je peux dire, il est mitigé. Il y a des positifs et des négatifs. En termes de nouvelles têtes, il y a eu quand même un grand taux de nouvelles têtes par rapport au gouvernement passé. Et on ne peut pas faire table rase du jour au lendemain. L'essentiel, ce n'est pas d'être nouveau, d'être ancien, mais c'est de travailler. Est-ce que ces anciennes têtes qui ont été retenues sont celles qui ont vraiment bien travaillé? Ça, c'est la question qui se pose. Parce que moi, je pense que quand tu as bien travaillé, normalement, tu devrais être reconduit au même ministère pour continuer le travail, parce que tu as démontré que tu maîtrises. Donc, quand on vous change de ministère, à moins que ce soit une promotion, parce qu'on peut vous enlever d'un ministère de bas échelon, là vous avez bien travaillé, on vous amène à un autre ministère où on espère aussi bénéficier de votre expertise. Mais pour ce qui est des nouveaux, il y a quand même un grand taux de nouveaux par rapport aux autres.
il y a eu peut-être un problème au niveau de la représentativité, car nous sommes un pays qui post-conflit, on appelle les post-conflit, mais en fait nous sommes toujours en conflit. Et durant le conflit, la meilleure chose qu'il faut faire, il faut d'abord préserver l'unité nationale, la cohésion. Et cela ne peut se faire que tout le monde, quand chacun se retrouve dans la boîte. Il est difficile à quelqu'un de demander de faire confiance à un gouvernement dans lequel il ne se retrouve pas. Et là où il ne trouve pas l'un des siens. Et c'est qu'en cas de problème, j'ai une porte, même une petite fenêtre par laquelle je peux y toquer et faire y transmettre mes désirs et dérata. Et donnons seulement l'espoir et la chance et attendons voir. Nous, au sein du Parlement, on va juste faire notre travail qui est de contrôle. Et je pense qu'à l'époque où il y avait l'histoire des mots d'ordre et celui qui ne travaille pas, on les laisse, cette histoire est révolue. Autant que l'IGF est en train de travailler pour traquer les détourneurs économiques, nous aussi, je pense que les défaillants en termes de gouvernance au sein du Parlement, nous devons aussi nous y atteler à travers un contrôle. C'est l'un de nos rôles en tant que député, à part représenter le peuple qui nous a élus, légiférer, mais nous avons aussi un troisième rôle qui est contrôler l'action gouvernementale. Et cette action doit être menée pour le bien de tous. Bon, on dit que vous êtes facilement corruptible, vous les honorables, quand vous contournez derrière ces ministres-là, on vous donne un paquet, du coup vous restez bouche fermée, la population souffre, on continue avec le même rythme. Il y a ceux qui peuvent être dans ce jeu-là, mais personnellement, je n'ai jamais passé derrière un ministre pour qu'il me donne un paquet. Et ce qu'il faut savoir, c'est que notre système politique est encore, c'est quand même une jeune démocratie. Nous venons d'une période où il y avait un système dictatorial dans ce pays. Si nous revenons à l'ancien temps du moboutisme, là où le chef était chef. Et lorsqu'un chef a décidé, et tous les autres devaient s'exécuter. Ce qui se faisait au sein de nos partis. Quand un président des partis avait décidé ou avait été justement approché pour être corrompu par un membre de l'exécutif, il faisait en sorte de transmettre le message aux différents délégués de son parti. Mais heureusement, avec la loi, l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a tenu à rappeler qu'il n'y a pas de mandat impératif, les députés ont quand même une certaine marge de manœuvre. Ce n'est pas encore suffisamment, mais je pense de plus en plus, les députés auront la capacité de voter en âme et conscience et d'exécuter leur rôle sans interférence. Et nous comptons non seulement sur le président de la République de nous garantir ces droits-là, et également sur notre président de l'Assemblée nationale, le nouveau, l'actuel président, l'honorable Yekamere, de garantir que les députés aient cette marge de manœuvre pour réellement jouer leur rôle. Alors, plusieurs tractations dans l'hémicycle. Quelles sont les conditions favorables pour l'investiture de ce nouveau gouvernement? Les conditions, nous avons eu à faire beaucoup de débats, que ce soit au sein des groupes parlementaires. On s'est rencontré avec le président de l'Assemblée nationale. Il a eu à recueillir les contradictions qu'il y avait au sein des députés face à l'investiture. Et à l'allure où les choses évoluent, je pense que beaucoup de ces contradictions ont eu des réponses et d'autres ont un schéma dans lequel les réponses seront fournies. Et nous attendons d'abord d'avoir les programmes du gouvernement pour juger sa recevabilité. Mais les grandes contradictions qui étaient d'abord au niveau de la représentativité géopolitique et d'autres en termes de la gestion des différentes ambitions des uns et des autres, je pense que ces grands problèmes ont été résolus, une grande partie, et nous attendons donc de recevoir le programme du gouvernement, le lire, faire des amendements, des propositions, et pour avoir avancé. Parce que la guerre qui menace à l'Est, qui sévit à l'Est, ne nous permet pas de continuer à perdre du temps. Merci à vous, honorable Safari Ayubangira. Nous étions très ravis de vous recevoir dans notre plateau, dans notre émission Chronique de BM. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette
émission Chronique des BM qui est spécialement dédiée à toutes les femmes entrepreneurs. Vous êtes femme entrepreneur, cette émission est également consacrée à vous. Nous mettons particulièrement un accent à vous. Nous vous soutenons. Vous avez besoin de notre accompagnement, besoin de notre soutien. Nous sommes là également pour vous accompagner. Alors, honorable, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Alors, un mot, parce que c'était pour nous une première de vous recevoir dans cette émission Chronique des BM sur Numérica Télévision. Un mot pour cette émission. Le mot de la fin, c'est de pouvoir ne pas oublier les territoires justement qui sont occupés, savoir que nous avons une guerre d'agression qui continue, que la priorité soit de mettre fin d'abord à cette guerre, ça c'est de un, mais d'aider aussi de se rappeler que cette guerre, comme nous sommes dans une mission de caractère économique, de se rappeler que cette guerre a quand même freiné l'élan du développement dans ces territoires, qu'on puisse être en mesure que dès que la guerre qui prendra fin, dont nous sommes sûrs que nous sortirons gagnants de cette guerre, que dès la fin de cette guerre, ces territoires puissent rattraper le retard en termes de développement. Ok. Est-ce que pendant cette période, y aura-t-il moyen ou possibilité d'entreprendre dans ces coins du pays? Pendant cette période de guerre, c'est difficile, mais même dans la zone qui est encore sous contrôle gouvernemental, il y a toujours moyen de voir comment alléger la souffrance. C'est difficile de demander à quelqu'un qui s'est déplacé, un déplacé, de continuer à les taxer comme celui qui se trouve à Kinshasa. Donc il faudrait quand même que les services de recettes, la DGI, la DGRA, la DGDA et les autres, les services de taxation au niveau de la province, des communes, des territoires, puissent aussi essayer de revoir, de tenir compte que c'est une population sinistrée, qu'on n'est pas en mesure de les taxer autant que ceux qu'on taxe dans des zones qui sont dans la paix. Voilà. C'en est fini pour cette émission Chronique des BM. Merci à vous. Merci à ceux qui étaient derrière la caméra. Je vois Mikado, je vois Jurès. Merci également à Papa Freddy qui était à la régie. Merci à celle que j'appelle Maman Mokondi. Elle, c'est Madame Bienvenue. Merci également à Madame Bienvenue. Merci aussi au patron de la chaîne, Monsieur Kibambichintois. Merci à la grande équipe de la rédaction Numérica TV. Retrouvez-nous prochainement avec un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.